ce super BU de psychopathologie que tu diriges et on est très honorés de t'écouter ce soir. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Euh, alors, là, le projet ce soir, c'est que je vous présente la psychopathologie et que je vous présente aussi l'état d'esprit dans lequel cette formation, ce DU a été conçu. Alors déjà, moi j'aime bien commencer par l'étymologie parce que l'étymologie donne toujours voilà, un aperçu, pas forcément une compréhension, mais en tout cas une ligne directrice. Psychopathologie, ce qu'il faut entendre, c'est que dedans, il y a le mot pathos. Et le mot pathos, ça veut dire souffrance en grec. Et donc, la psychopathologie, c'est l'étude des souffrances psychologiques. Alors, ça me paraît important de parler de termes de souffrance parce que ça permet de ne pas être tout de suite dans quelque chose qui serait de l'ordre de la maladie en tant que telle, dans le sens plutôt médical du terme. Mais en psychopathologie, on s'interroge vraiment sur qu'est-ce qui fait souffrir un sujet humain et qu'est-ce qui le fait souffrir psychiquement, en sachant que la souffrance psychique peut avoir des répercussions somatiques, donc des répercussions sur le corps, bien entendu. Donc, la psychopathologie, c'est une approche qui est quand même une approche relativement neuve, puisque, bon, je ne vais pas vous faire l'histoire de la psychopathologie, ça prendrait du temps, mais dans les grandes lignes, la psychopathologie, elle a vraiment trouvé ses lettres de noblesse et cette appellation-là qu'à partir de la fin du 19e siècle. Ce sont des personnes qui sont les pionniers de la psychopathologie qui ont œuvré. Des personnes comme Philippe Pinel, par exemple, qui le premier a fait sortir les fous des asiles et de se dire, ben, il y a peut-être à s'intéresser sur sur la folie, on ne parlait pas encore de psychose à l'époque. Et donc, à partir de la fin du 19e siècle, on a commencé à s'intéresser aux troubles psychiques et à les classifier pour essayer de les comprendre et pour essayer de savoir qu'est-ce que ça raconte de nos comportements humains. Les premiers temps de la psychopathologie, c'était qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est pathologique, qu'est-ce qui est effectivement dysfonctionnant chez un être humain. Et donc, les grands noms, c'est Pinel, c'est Charcot, et bien entendu, c'est Sigmund Freud, qui est un des pionniers de la psychopathologie. Et ces personnes-là, voilà, ont étudié beaucoup, ont observé beaucoup, ont beaucoup accompagné leurs patients, leurs patientes, et à travers les études des cas cliniques, ont commencé à répertorier les problématiques humaines et ce qui a amené à parler de psychopathologie, donc de troubles psychiques. Au début, on s'intéressait beaucoup à la folie, hein, comme je disais, à travers les travaux de Pinel. On s'intéressait beaucoup à la folie pour essayer de comprendre qu'est-ce que les fous ont à nous raconter et qu'est-ce que c'est qu'être normal, qu'est-ce que c'est qu'être sur un terrain pathologique. Je vous rassure, la question n'a pas encore été trouvée pour l'instant hein, sur nos organisations de normativité. Et donc, à partir de ces pionniers-là, on a voilà, commencé à chercher, à classifier, à mettre en place, à répertorier. Et puis, il y a un événement qui est très important par rapport à la psychopathologie, c'est la Première Guerre mondiale, la guerre de 14-18, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont revenues de cette guerre avec des atteintes psychologiques, des atteintes comportementales. Et c'est là qu'on a commencé à parler de la résonance d'un traumatisme sur l'organisation psychique humaine et sur le comportement. Et ce qui a donné plus tard les troubles post-traumatiques. Donc voilà, c'est tout ça pour vous. Si je parle du commencement de la psychopathologie, c'est pour bien comprendre que c'est une approche qui est neuve, parce que la fin du 19e, finalement, il y a peu de temps, et que la psychopathologie a subi, si je puis dire, beaucoup de variations, beaucoup de manières de considérer l'être humain de façon différente. Et là, actuellement, depuis les années 50, il y a un référencement psychopathologique qui s'est mis en place, qui sert
de point d'appui. C'est à travers un livre que les psys et les psychiatres connaissent bien, qui s'appelle le DSM. On en est à la 5e version à l'heure actuelle, et qui est une manière de répertorier les maladies, les troubles psychiques, les troubles comportementaux, toujours dans l'idée d'essayer de comprendre comment nous nous organisons en tant qu'êtres humains. Alors, ça, c'est vraiment dans les grandes lignes. Mais par rapport à ça, personnellement, moi, j'ai rencontré la psychopathologie en fac, hein. J'ai une formation de psychologue clinicien tout à fait classique. J'ai fait mes études de philo à Paris 12 et tout ce qui est psycho à Paris 3. Et donc, j'ai été face à un enseignement de la psychopathologie qui était vraiment un espèce de listing. Voilà, si la schizophrénie, c'est ça, si vous avez 8 items sur les 10, donc vous êtes schizophrène. Et j'ai trouvé que cette psychopathologie-là était très descriptive et puis un peu rébarbative. Et lorsque j'étais amené moi-même à donner des cours de psychopathologie, j'ai été dans l'idée de comment je peux faire pour transmettre un enseignement autour de la psychopathologie qui soit moins ardu, moins sec que celui que j'avais reçu. Et eh bien, l'idée, en tout cas, c'est celle que je défends, elle est très simple, c'est de mettre du cas clinique, c'est-à-dire de mettre du vivant, de s'appuyer sur mon expérience de thérapeute. J'ai consulté pendant 30 ans, j'ai travaillé pendant 7 ans en milieu psychiatrique en tant qu'art thérapeute. Et donc, en construisant cette formation, ce DU de psychopathologie, j'ai essayé d'adjoindre aux considérations donc organisationnelles de la psychopathologie, d'y adjoindre eh bien, des cas cliniques et des cas cliniques qui sont présentés en vidéo. Donc, de mettre du vivant et de voir comment, à certains moments, le vivant, la personne, son histoire, va venir confirmer la théorie et comment, à certains moments, ça va venir, au contraire, infirmer la théorie. Et donc, et ça donne la perspective d'une psychopathologie qui est toujours en mouvement, parce qu'à l'heure actuelle, il y a de nouvelles pathologies qui arrivent, de nouvelles manières de regarder l'être humain et qui font qu'on est face à une matière qui est une matière qui est mouvante, qui est vivante et qui n'est pas inscrite dans le marbre de manière définitive. Donc c'est tout ça que j'essaye de transmettre avec les personnes qui m'accompagnent dans ce projet, de manière à avoir un regard qui ne soit pas un regard figé sur l'organisation psychique humaine et comportementale, mais qui soit un regard le plus en mouvement possible. Et autre élément sur la philosophie de cette formation, c'est que je suis un grand partisan et un grand défenseur des approches intégratives, et notamment de l'approche de la psychothérapie intégrative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement d'être dans un rapport et dans une tentative de compréhension de la psychopathologie, et je dirais de la psychologie de manière générale, qui n'exclut aucun champ d'approche. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans l'opposition, d'être dans les recherches de complémentarité dans plusieurs approches. Ce qui fait que dans les cours de psychopathologie que je suis amené à délivrer, il y a de la psychanalyse, je suis psychanalyste, mais il y a aussi de la gestalt-thérapie, il y a aussi du comportementalisme, et puis il y a beaucoup d'approches qui s'appuient sur l'art et qui s'appuient sur ce que les artistes nous ont amenés dans la tentative de compréhension, là encore, de l'organisation psychique humaine. Donc, il y a beaucoup de films qui sont cités, beaucoup de séries, beaucoup d'œuvres littéraires, d'œuvres picturales, pour là encore donner une matière qui soit une matière symbolique, une matière métaphorique, qui permette de comprendre et qui permette d'aborder au mieux un sujet aussi complexe et aussi passionnant que la psychopathologie. Donc l'approche intégrative est une approche fondamentalement humaniste et qui s'inscrit donc dans plusieurs champs différents, plusieurs regards différents sur le même objet, et avec l'idée de proposer une psychopathologie qui soit vraiment la plus en mouvement possible. Alors, il y a une question qui se pose souvent, c'est à quoi sert la psychopathologie? Elle sert beaucoup les psychiatres, mais elle nous sert à nous aussi dans le champ de la psychothérapie parce que ça permet de comprendre, d'une part, comment l'autre s'organise, cet autre-là qui est le patient, la patiente,
qui vient dans notre cabinet, mais comment aussi nous, en tant que thérapeutes, on s'organise, parce que nous ne sommes pas exclus du débat, bien sûr, et de travailler sur ce qu'en psychanalyse on appelle le transfert et le contre-transfert, et de voir que si en tant que thérapeute, j'ai plutôt un profil obsessionnel, qu'est-ce qui va se passer quand j'ai un patient qui a le même profil obsessionnel en face de moi? Comment ça va répercuter sur moi? Comment je vais l'accompagner au mieux? Ou si j'ai un patient qui est dans une forme très hystérique, comment je reçois cette forme-là? Comment elle m'impacte? Comment je travaille avec? Et donc de transformer la psychopathologie dans un espace de compréhension du sujet humain, mais qui n'exclut pas le thérapeute, bien entendu. Donc, ce qui fait il y a une petite notion de travail sur soi dans cette formation. Il y a une petite notion de compréhension de qui nous sommes en tant qu'être humain de manière générale. Et à mon avis, là encore, c'est ce qui permet d'être dans quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui propose une psychopathologie qui soit la plus humaine possible, la plus sensible possible. Et en tout cas, c'est l'objectif de cette formation. Donc, ça vient interroger l'autre, le patient, mais ça vient nous interroger, nous aussi, sur ce terrain-là. Et ça vient aussi nous amener à nous rapprocher au plus près de comment nous fonctionnons en tant qu'être humain, comment nous fonctionnons dans nos mécanismes de défense, que sont les symptômes, que sont les dysfonctionnements, que sont les comportements souffrants. Et c'est tout ça qui va être, en jeu, bien entendu. Alors, bien sûr, la psychopathologie, elle s'intéresse à ce qui dysfonctionne, à ce qui ne va pas. Euh, et donc, on est constamment en train d'interroger la marge, la difficulté, ce qui est différent de la norme, et avec l'idée que c'est par la différence que l'on comprend la normativité. Et c'est ça qui est en jeu dans cette formation. Et donc, il y a ce double mouvement qui est proposé. Et donc, c'est une formation qui s'adresse principalement aux personnes qui sont dans la relation d'aide, donc qu'ils soient sur le terrain de la psy, qu'ils soient aussi sur d'autres terrains, mais à partir du moment où on a en face de soi quelqu'un qui est en souffrance, qui demande de l'aide, c'est comment l'analyse psychopathologique peut aider à accompagner cette personne et peut l'aider à trouver des solutions, des pistes pour aller mieux et pour retrouver un équilibre dans son rapport à lui-même, dans son rapport à l'autre, dans son rapport aux autres, dans son rapport à l'environnement de façon générale. Donc, c'est euh, c'est en tout cas ces ambitions-là qui sont en jeu. Et en s'appuyant aussi, là j'ai commencé par l'histoire de la psychopathologie, en s'appuyant aussi sur ce que notamment le grand psychopathologue français Jean Bergeret a mis en place, c'est d'ailleurs une question de structure, c'est-à-dire de voir comment, en tant qu'être humain, nous avons plusieurs types de structures à l'intérieur desquelles nous naviguons en fonction de nos histoires, en fonction de nos traumas, en fonction de nos expériences humaines, et comment, là encore, tout ça se met en mouvement. Et donc, dans cette formation, on navigue entre le descriptif, la tentative de compréhension, les cas cliniques, l'apport que l'on fait sur la dimension artistique, qui pour moi est un élément qui est absolument fondamental. Il y a des propositions cinématographiques qui permettent vraiment de presque de mieux comprendre une problématique psychopathologique qu'une explication théorique. Par exemple, si on veut comprendre l'interprétation délirante du monde ou le délire interprétatif, le Horla de Maupassant est un excellent livre pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Si vous regardez Game of Thrones, il y a tout un tas de descriptifs, de perversions qui sont tout à fait savoureux et qui aident à mieux comprendre après la théorie. Donc là encore, j'y reviens, à mettre du vivant dans l'espace théorique que propose la psychopatho. Alors, autre point qui me paraît important, je reviens à cette question du mouvement, c'est que nous sommes dans une époque où il y a de nouvelles pathologies qui apparaissent. Par exemple, il y a de nouvelles formes d'anxiété qui sont liées à l'éco-anxiété, par exemple, qui entraînent chez certaines personnes des difficultés dans la relation à eux-mêmes, des difficultés dans la relation au monde de façon générale.
Mais l'arrivée du virtuel dans nos sociétés, l'arrivée du virtuel dans nos vies entraîne aussi d'autres formes de pathologies qui sont ce qu'on appelle des pathologies du lien, c'est-à-dire comment ça met en difficulté le lien à soi, le lien aux autres. Ça pose, par exemple, le virtuel pose la question du corps. Est-ce que quand on construit un avatar, qu'en est-il de son propre corps à soi-même? Quand on va avoir une réalité dite augmentée, où est la vraie réalité? Est-ce que ça crée d'autres types de symptômes? Voilà, il y a aussi toutes ces interrogations sur le terrain de la psychopathologie et qui sont des interrogations que l'on se pose et que l'on se pose ensemble, parce que même si cette formation, il y a des cours qui sont déjà enregistrés, il y a des rendez-vous qui se font en visio, qui sont précis, qui sont datés et qui permettent aussi qu'on puisse avoir un dialogue les uns avec les autres à partir des données théoriques, à partir des données symboliques qu'apporte l'art de manière générale, et puis aussi à partir de l'époque dans laquelle nous sommes. Donc la psychopathologie n'est pas quelque chose qui est complètement hors du temps. C'est au contraire quelque chose qui s'inscrit complètement dans l'époque qui est la nôtre et qui essaye de comprendre comment, dans cette époque-là, nos dysfonctionnements, nos difficultés à être racontent quelque chose aussi de l'espace sociétal dans lequel nous sommes. Donc voilà une présentation très générale, bien entendu, et je pense que s'il y a des questions, c'est intéressant de pouvoir les recevoir et puis peut-être de préciser certains de mes propos afin que vous puissiez avoir une perception qui soit la plus précise possible des espaces que propose la psychopathologie. Donc, on va laisser place aux questions. Oui, on est en train de donner la parole aux différents intervenants. Comme ça va permettre aux différents participants plutôt, mais ils doivent brancher d'eux-mêmes leur micro. Ça veut dire qu'on leur donne la capacité de brancher leur micro, mais il faut qu'ils le fassent lui-même. Alors, tu sais bien, il y a toujours des timides, donc ils n'osent pas se prononcer. Donc, je reçois sur mon GSM déjà des petites questions. Tu parlais de la formation qui était à venir. Donc, on est bien d'accord que tu vas aborder aussi le côté thérapeutique, pas uniquement le côté diagnostique Tout à fait. de la psychopathologie. Tout à Et fait. Si je peux développer un peu par rapport à ça, oui, c'est-à-dire que en psychopathologie, on a besoin de la dimension descriptive, mais la dimension descriptive, elle n'a de sens et elle n'a de vertu que pour mieux aider la personne qu'on va recevoir en cabinet. Donc, il y a des perspectives d'accompagnement thérapeutique qui sont données. Et ce sont des perspectives qui sont données dans un sens intégratif. Ce n'est pas que des perspectives psychanalytiques, c'est des grandes lignes, et qui donnent un axe de possibilité d'accompagnement du patient. Mais en même temps, moi, je travaille beaucoup avec le fait de voir aussi les perspectives d'impact du patient sur le thérapeute. C'est-à-dire que quand on reçoit un patient état limite, ça ne peut pas laisser le thérapeute insensible. Moi, je suis aussi superviseur depuis une quinzaine d'années. Je reçois des thérapeutes, je travaille avec eux sur les cas cliniques qui leur posent problème. En général, je leur demande toujours, voilà, qu'est-ce que ce patient-là te fait? Où est-ce que ça t'amène? Quelles émotions ça crée chez toi? Et ça permet de pouvoir aussi comprendre l'impact de l'autre. Et plus on comprend l'impact de l'autre, et plus on peut être à même de l'aider et de l'accompagner au mieux. Euh, la, la, L'outil thérapeutique principal de tout thérapeute, c'est la relation. Donc, si je suis dans une soirée avec un ami et que cet ami me dit, est-ce que tu connais un bon thérapeute? Je vais lui dire, eh ben, va voir telle personne parce qu'elle m'a aidé, mais va pas voir telle personne parce qu'elle a des super protocoles de PNL. C'est va la voir parce qu'elle m'a aidé. Donc, cette dimension relationnelle est très importante et ça se travaille, ça s'affine au fil du temps et ça, c'est abordé même y compris dans le cadre de la psychopathologie, bien sûr. alors, une autre question qui est la conséquence de la première qu'on m'envoie, je baisse la tête pour la lire, c'est quelle est la place des médicaments dans le traitement de
des médicaments, des thérapeutiques médicamenteuses dans ces pathologies? Quelles sont les limites finalement d'un traitement relationnel? Si je traduis bien la question. Le médicament, c'est un terme qui est très générique. Là, on est en psychopathologie, donc on n'est pas dans une approche psychiatrique, hein. Donc le psychiatre qui fait de la psychopathologie, qui a besoin de connaître la psychopathologie, il va avoir besoin de connaître le descriptif des troubles pour ensuite y associer un médicament. Ce n'est pas le cas quand on est dans une démarche psychothérapeutique. Néanmoins, on a besoin de connaître les médicaments et de connaître leur impact sur le patient. C'est pour ça qu'à l'intérieur de cette formation, il y a un cours de pharmacopée et que les médicaments, je les cite assez régulièrement, notamment dans des troubles comme les états dépressifs, où c'est important de connaître la différence qu'il y a sur l'impact médicamenteux sur le malade, sur le patient, et que donc de savoir que la différence entre un anxiolytique, un antidépresseur, un antipsychotique. Donc, je cite assez régulièrement les médicaments, non pas comme élément de prescription, mais comme élément de connaissance pour le thérapeute et surtout de connaissance sur les effets secondaires. Parce qu'il y a certains effets secondaires qui sont un frein à l'accompagnement psychothérapeutique. Donc c'est important de les connaître. Mais c'est important aussi de savoir que moi, je n'ai pas du tout de discours anti-médicaments, que c'est important de connaître pour aussi trouver l'espace à l'intérieur duquel le thérapeute va intervenir sans que le médicament soit un frein, sans que le médicament soit un ennemi, parce que le médicament, il est là pour aider le patient parfois à faire redescendre les affects qui sont en lien avec le symptôme. Donc, le médicament n'empêche pas l'accompagnement psychothérapeutique. À certains moments, il peut le ralentir, mais pour ça, il faut aussi connaître les médicaments et connaître leurs impacts. Et ça, on l'aborde dans la formation. Voilà, il y a des éléments de pharmacopée qui sont basiques, mais qui sont suffisants pour que quelqu'un qui est dans le champ de l'accompagnement thérapeutique, dans le sens large du terme, puisse s'y retrouver. D'accord. Géraldine, tu avais une question aussi? Moi, je vais avoir une question pratique parce que c'est toujours important, les choses organisationnelles et pratiques. Comme on est aussi là pour présenter le DU de psychopathologie, moi, je toujours avec grand plaisir. Et j'aimerais que tu puisses expliquer aux participants comment ce DU se déroule et comment les sessions ont lieu. Parce qu'évidemment, on a déjà envoyé des présentations et pour que les personnes puissent vraiment comprendre le côté organisationnel des séminaires, des webinaires, s'il te plaît. Alors, donc la formation, la base de la formation, ce sont des vidéos qui sont déjà préenregistrées et qui vont aborder, selon un programme établi, qui vont aborder des thèmes psychopathologiques qui sont donc décrits donc c'est du e-learning. À l'intérieur de ça, il n'y a pas que des cours qui sont donnés. Il y a aussi des extraits de films et il y a également comme je disais tout à l'heure, des extraits de séances avec des patients. Donc, il n'y a pas que des cours, il y a aussi des éléments qui sont des éléments un peu dynamiques, toujours au service de la compréhension de la pathologie dont on parle. Ça, c'est un aspect. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est qu'il y a des rendez-vous avec des cours qui sont donnés en visio, donc en temps réel. Notamment, Muriel Schmitt, qui est une grande spécialiste des troubles de la personnalité, va donner 4 jours de cours. C'est l'équivalent à peu près de 4 jours. Il doit y avoir une trentaine d'heures de formation qu'elle va donner en visio à des dates précises avec des rendez-vous précis. Moi-même, je donnerai aussi un certain nombre de cours en visio, en direct. Ensuite, il y a des webinaires, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à des dates précises pour faire le point sur la formation, pour savoir où chacun en est, pour que je réponde aux questions, pour que je clarifie éventuellement quelque chose qui est resté un petit peu obscur pour les personnes qui suivent cette formation. Et puis, parallèlement à tout ça,
eh ben, il y a petit à petit qui va émerger l'idée d'un thème de mémoire pour les personnes qui vont présenter un mémoire. Et ce thème de mémoire, c'est l'étudiant, l'étudiante qui va le choisir, bien sûr par rapport à un thème psychopathologique. Et donc, il y a un jury qui va recevoir le synopsis, le plan du mémoire et qui va l'accréditer. Et ensuite, on accompagne aussi, si nécessaire, l'écriture du mémoire. Et ensuite, il y a une présentation, une soutenance qui se fait avant l'obtention du diplôme universitaire européen de psychopathologie. Voilà, dans les grands axes, comment tout ça, ça s'organise. On est, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur grosso modo 110 heures de formation. Super, merci beaucoup. Moi, je vois que Marion a posé une question dans le chat. Elle reçoit essentiellement des enfants et des adolescents et demande si une partie de l'enseignement du DU de psychopathologie est dédiée à ce public d'enfants et d'adolescents également. Oui, oui, Marion. Il y a, alors, il y a une partie du programme qui s'appuie sur le développement psycho-affectif et où on aborde beaucoup les premiers temps de l'enfance, les problématiques qui sont liées à ces moments-là de la vie et bien entendu comment on peut trouver l'origine de certaines pathologies dans des problématiques liées à l'enfance, voire à la petite enfance. Donc c'est abordé. J'aborde les théories de l'attachement de John Bowlby, j'aborde beaucoup les propositions de Winnicott. Donc là, ça concerne l'enfance et la petite enfance. Et on aborde aussi l'adolescence, parce que l'adolescence est une période tellement particulière et avec tellement de pathologies spécifiques à l'adolescence qu'on aborde ça, qu'on regarde la problématique du rapport au corps, la sexuation, les scarifications, les abrasions, les brûlures, l'anorexie, la boulimie, voilà, tous ces éléments-là qui sont propres à l'adolescence, mais qu'on peut retrouver aussi à l'âge adulte, tout ça, c'est abordé, bien entendu. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai quand même une base de pensée, de réflexion qui est la psychanalyse, et la psychanalyse, on a tendance à regarder en arrière, de regarder d'où l'on vient. Moi, je me base beaucoup sur ce proverbe africain qui dit: si tu veux savoir d'où tu vas, regarde d'où tu viens. Donc, on regarde aussi les origines, et les origines, c'est l'enfance et l'adolescence. Voilà, et comment tout ça, ça s'organise pour créer, mettre en place un symptôme, une pathologie à l'âge adulte. Donc, c'est abordé, Marion, tout à fait. Alors d'ailleurs, Marion, si vous voulez mettre votre caméra ou parler, poser des questions, c'est possible. Je vais prendre également la question de Lydia qui demande, alors je ne sais pas où vous êtes, Lydia, mais elle pose la question très intéressante de savoir si on rate un cours en visio à cause du décalage horaire. Donc je ne sais pas quel est votre décalage horaire. Comment peut-on le rattraper? Bonjour. 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 Hum. N'hésitez pas à mettre vos caméras. Hein. Je ne sais pas comment on fait. On a entre 6 et 5 et à 6 heures de décalage. Donc, quand il y a un cours le matin pour vous, c'est la nuit pour nous. Donc, c'est pas possible de le suivre. Donc, voir s'il y avait possibilité de le suivre à d'autres heures. Ou peut-être que c'est enregistré. Oui, oui, tout à fait. Les cours sont enregistrés et je ne pense pas dire de bêtises au niveau technique. Les cours sont enregistrés et sont Oui. regardables Oui. après coup, Oui. sans aucun problème. Il y a le cours qui est donné in vivo sur le moment. Et puis, bien sûr, que pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes, c'est rattrapable par la suite, évidemment. Oui, c'est comme Ok, super. les personnes. Pardon, c'est comme les personnes qui ont des problèmes sur le réseau Internet ou des choses comme ça, il n'y a pas de souci, on peut revoir le cours après. Oui, oui. Il y a un replay possible. Ok, génial. Merci. Alors, moi, j'ai une question supplémentaire qui a été envoyée sur mon GSM, ce qui n'est pas une psychopathologie en soi, mais est-ce que la question du genre sera abordée? Alors, bonne question. La question du genre, elle n'est pas abordée directement. C'est pas que je m'en désintéresse, loin de là, puisque je donne des cours sur la question du genre de façon très régulière, mais elle n'est pas
Il n'y a pas un cours spécifique là-dessus dans le cadre du cours de psychopatho. Mais c'est un thème, par exemple, c'est une très bonne question parce que cette formation en psychopathologie, elle n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées, mais d'autres qui ne le sont pas, mais qui peuvent être abordées dans les webinaires, justement. On peut très bien avoir un webinaire où on parle de la question du genre sans aucun problème, mais ce qui est abordé d'un point de vue psychopathologique, c'est la question de la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, c'est une problématique qui est présente dans le champ de la psychopathologie. Donc ça, on peut l'aborder. Mais après, la question du genre, elle dépasse la dysphorie de genre. La question du genre, elle pose des questions au niveau identitaire, au niveau sociétal, je dirais même au niveau politique. Donc ça, c'est pas abordé mais, directement dans les cours qui sont proposés, mais on peut tout à fait en parler dans le cadre de webinaires, bien entendu. Ça, c'est pas une exclusion de ce sujet si c'est pas présent officiellement dans la formation. Alors, une question qui était envoyée aussi, c'est la dernière, hein, que je... enfin, j'espère, parce qu'on ne sait jamais, parce que je reçois d'autres SMS. Est-ce qu'on peut venir avec des questions de patients, des cas cliniques concis, discuter de situations personnelles de patients suivis pour voir, c'est pas trop quoi, mais... Bah, oh que oui, ça c'est justement des choses que l'on fait dans les webinaires. Les webinaires ne sont pas des cours en plus. Les webinaires sont des moments où on prend un temps pour discuter ensemble par rapport à des sujets, par rapport à un sujet qui est la psychopathologie en général. Donc évidemment qu'au centre du débat, il y a le grand absent qui est le patient, qui n'est pas là, mais dont on parle continuellement de façon directe ou indirecte. Donc si les personnes viennent avec des cas cliniques, oui, ils sont les bienvenus. Juste un bémol que je veux apporter, c'est qu'on ne pourra pas s'installer dans un espace de supervision. C'est-à-dire que je ne vais pas offrir de la supervision aux personnes qui vont venir avec des cas cliniques, tout simplement pour une question de temps. Parce que travailler sur un cas et le développer et que moi j'apporte une aide en tant que superviseur, ça prend 1 heure. Donc, néanmoins, on peut aborder un cas, on peut en parler dans les grandes lignes, et puis après, voir quels sont les axes psychopathologiques qui peuvent être aidants pour la personne qui apportera le cas. Donc, oui, c'est possible, avec juste le bémol que ça ne sera pas un aspect de supervision en tant que tel, mais un terrain de discussion, un terrain d'échange avec grand plaisir. Parfait, merci beaucoup. Géraldine, une dernière question, peut-être? Attends, une question très... Il y en a une. Ah, il y a une question très différente. À quel niveau de formation correspond les DUE, combien de crédits? Combien Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, combien de crédits, mais grosso modo, c'est un niveau de bac. On en avait parlé l'autre jour, hein, Sylvie. Bac plus 3. C'est à partir de niveau bac plus 3. On va dire ça comme ça. Voilà, en termes très concrets. Géraldine, est-ce que tu avais une dernière question? Oui, crédit européen. Donc ça dépend aussi de toute manière. Mais c'est une bonne question, Virginie, et je vais revenir avec une réponse plus claire vers vous parce que je vais essayer de chercher quelque chose de plus clair plutôt que de parler dans le vide. Les 110 heures, ça c'est une bonne question. Les 110 heures se répartissent sur combien de mois? On est sur 9 mois, c'est ça? C'est 9 mois, oui. 9 Ouais. mois, hein. La formation Absolument. démarre. Bravo, Cédric. Il a répondu très vite à la question. On commence en octobre. La rentrée pédagogique universitaire européenne démarre en octobre pour les premières sessions. Toutes les sessions sont disponibles, chacun sur son propre espace de formation. Ça, c'est hyper important au niveau de la progression de chacun également. Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit à l'oral, soit à l'écrit. Même après. Hein. Alors, il y a une question de Virginie sur les cours. Les cours sont donnés en journée.
C'est-à-dire que quand on a par exemple, l'intervention de Muriel Schmitt sur les troubles de la personnalité, c'est sur des journées. Donc, en général, on est sur du 10h, 17h à peu près. Donc, c'est en journée. Par rapport à la question qui était posée tout à l'heure, c'est enregistré, donc on peut le revoir en replay. Les webinaires sont proposés le soir, par contre. Et les webinaires, on est sur des temps de 2 heures, 2 heures et demie. Voilà, c'est sur les webinaires en tant que tels. Alors, une question sur le coût et la possibilité d'une prise en charge. Alors, en ce qui concerne le coût, c'est variable. Donc, Sylvie, rappelle-moi un peu il y a une promotion actuelle, donc ce qui fait qu'on est dans le Alors, pour le diplôme universitaire, normalement, le tarif est de 2 300 € et jusqu'au 30 juin 2024, il est à 2 000 €. Et pour la formation certifiante, le tarif normal, c'est 1 700 € et jusqu'au 30 juin, c'est 1 500 €. Alors après, ensuite, on vous fait des facilités de paiement, hein. Donc, on vous envoie un contrat avec plusieurs modalités de paiement et d'échéances possibles. Et si nécessaire, voilà, vous nous contactez directement et on peut aussi revoir l'échéancier pour les gens voilà, qui en auraient besoin. Merci Sylvie. Alors, en ce qui concerne la prise en charge, nous ne répondrons pas actuellement on va dire, aux critères de prise en charge par l'État français ou par d'autres États, pour une raison très simple, c'est un diplôme universitaire, donc ce n'est pas une formation continue, et de ce fait-là, il n'y a pas de reconnaissance par l'État français. C'est une formation certifiante, donc on n'est pas, c'est comme si un étudiant de 18 ans, 19 ans s'inscrivait à l'UNIF, malheureusement, il n'y a pas de prise en charge pour l'État, ce genre de choses. Avez-vous déjà les dates des sessions? Oui. Oui, je viens de les noter. Elles sont écrites. La prochaine session démarre le 14 octobre 2024 et la soutenance de mémoire pour ceux qui iront jusqu'au DU aura lieu le 8 septembre 2025. C'est écrit dans les commentaires. On enverra tout le détail on mettra tout le détail des dates sur le site. Mais oui, et n'hésitez pas à lire le PDF, comme le dit Cédric, il est très bien. Voilà. Alain, je te propose un mot de la fin, peut-être, pour parler des Oui, ben, je vois qu'il y a plusieurs personnes, notamment Virginie, qui demandent le détail. C'est très difficile de donner le détail de la formation maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc là, ben, le détail, il sera donné ultérieurement avec les documents justement, qui montrent le contenu de cette formation. Moi, ce que je peux dire, c'est que d'une part, je vais dire mon mantra de formateur. J'ai un mantra qui me tient depuis des années, qui est une phrase d'un philosophe qui s'appelait Gilles Deleuze, et c'est: on n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on cherche. Donc, pour moi, la psychopathologie, c'est un univers de recherche. Je n'ai pas la prétention d'avoir des réponses définitives par rapport à ça. Donc, si vous voulez venir chercher avec moi et avec mon équipe, chercher ensemble, se poser des questions ensemble et peut-être trouver quelques pistes, et j'en aurai certaines à vous proposer, eh ben, bienvenue dans ce diplôme universitaire européen de psychopathologie. Voilà, c'est un espace humain où on va réfléchir ensemble sur l'humain et ses différentes manières d'être au monde ou ses différentes difficultés à être au monde. Donc voilà, et j'ose espérer vous transmettre la passion que j'ai pour la psychopathologie. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour les personnes qui étaient là ce soir. Voilà. Bien, à très bientôt. Merci à tous d'être là. Naïma, attendez. Dernière question. Il y a une dernière question. Naïma, vous avez la parole si vous souhaitez.
si vous souhaitez parler. Naïma? On a reperdu Naïma. Merci Virginie de dire que c'est motivant. Alors, vous m'entendez? Très Très bien. bien. Oui, très bien. Bonsoir Naïma. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait une bibliographie. Oui, D'accord, ok. il y a une bibliographie et il y a même un glossaire sur la psychopathologie que j'ai mis en place par rapport au thème de la formation et qui reprend les grands mots-clés avec des descriptions et avec des définitions. Donc, bibliographie, glossaire, tout ça, ça fait partie de la formation. Oui, oui. Et D'accord. voilà, la bibliographie peut même être assez conséquente parce que c'est pas qu'une bibliographie, c'est aussi une filmographie, c'est aussi une séritographie, c'est aussi voilà, donc voilà, c'est assez complet, mais bon, tout ça se fait avec, comme je disais tout à l'heure, avec passion. D'accord. Et est-ce qu'on peut l'avoir par avance ou est-ce qu'on l'aura au moment où la formation ou le DU démarrera? La bibliographie, ben, Ouais, à partir du moment où il y a une inscription qui est confirmée, oui, la bibliographie peut être donnée sans problème. d'accord, ok. Mm. Merci. Merci. Merci pour Merci votre Naïma. question. Merci beaucoup. Voilà, eh bien, le temps est venu de vous dire merci tout d'abord. À très vite, parce que je pense qu'on va revoir beaucoup d'entre vous, vu les petits messages et surtout le- l'intérêt qu'a suscité la présentation d'Alain ce soir. C'était une joie pour nous de vous accueillir ce soir. C'était notre première. On vous dit à très vite parce qu'on va vous inviter à d'autres petits webinaires comme ça de présentation, mais aussi d'accompagnement parce qu'on a envie de lancer d'autres choses à USOWEL et on vous tiendra au courant. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui passent à table et peut-être une bonne nuit, une bonne après-midi du côté de la Martinique parce que finalement je suis un peu perdu, je ne sais pas l'heure qu'il est, mais c'était très sympathique d'avoir quelqu'un d'aussi loin. Bonne soirée, à bientôt et merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonsoir.